ChatGPT a atteint les 400 millions d'utilisateurs. On n'a jamais vu une technologie se répandre aussi vite. Et pourtant, les entreprises ne sont pas plus efficaces. La productivité stagne. Alors on peut se dire, qu'est-ce qui bloque? Parce qu'en ce moment, si on écoute les médias, les startups, les gourous techno, l'IA est censée tout révolutionner. Notre façon de travailler, d'apprendre, de créer, de vivre. On nous promet une nouvelle ère. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, c'est pas si spectaculaire. Depuis l'arrivée de ChatGPT, la productivité aux États-Unis a à peine bougé, plus 1,9% par an. C'est moins que la hausse moyenne depuis la Deuxième Guerre mondiale, puisque entre 1947 et 2024, on a vu une hausse de la productivité de 2,1%. Et si ce décalage entre la hype et ce qu'on constate dans la réalité était normal? C'est un futurologue américain, Roy Amara, qui l'a formulé il y a bien longtemps. Je pense que vous avez déjà entendu cette phrase. On surestime toujours l'effet d'une technologie à court terme et on sous-estime son effet à long terme. Prenons l'électricité. Edison a réussi à allumer sa première ampoule en 1879. Et 21 ans plus tard, en 1900 aux États-Unis, moins de 10% des foyers américains sont branchés. Pourquoi? Parce qu'il a fallu tout repenser, les usines, les machines, l'organisation du travail, et l'explosion de la productivité est venue 30 ans plus tard. Pareil pour Internet, vous connaissez l'histoire, beaucoup de créations d'entreprises .com, comme on les appelait à l'époque, entre en gros 1995 et 2000, beaucoup de startups sans réel business model, grosse claque boursière en 2001 et puis une traversée du désert, en tout cas boursière pour la plupart de ces entreprises. Et si on regarde aujourd'hui le commerce en ligne, il pèse environ 15% des ventes de détail aux États-Unis. Donc on le sait maintenant, Internet a bouleversé nos vies, c'est vrai, mais regardez comme c'est lent. Quand je vous dis que le commerce en ligne représente 15% des ventes de détail en 2025 aux États-Unis, c'est quand même très très faible. On est 25 ans après cette fameuse bulle Internet, on est aux États-Unis ici et ça représente que 15% des ventes. Même scénario pour la conquête spatiale. Premier homme dans l'espace, 1961. Premier homme marchant sur la Lune, 1969. Alors évidemment, à l'époque, on parle déjà de base lunaire, de base sur Mars, on parle de tourisme spatial, etc. Et puis, dégonflement, plus grand-chose, plus de budget, les programmes spatiaux diminuent, etc. Mais en coulisses, une autre révolution s'est enclenchée, basée sur cette conquête spatiale, celle des satellites. Et aujourd'hui, ces satellites, ils ont révolutionné la communication, ils sont au cœur de la météo, du GPS, de la finance, de la logistique, etc. Et on lance des centaines de satellites chaque année. Ça a donc changé le monde, c'est vrai, mais pas comme prévu. Et si on vivait le même moment aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? Oui, je vous le disais, 400 millions d'utilisateurs de ChatGPT, et vous savez bien, ce n'est pas le seul outil d'IA, donc on est probablement à beaucoup plus de personnes qui utilisent l'intelligence artificielle, que ce soit génératif ou non. Énormément d'entreprises l'utilisent, mais quand on regarde un petit peu plus dans le détail, ça va être très souvent pour des résumés de texte, des services clients, du chatbot, etc. Allez, dans le meilleur des cas, l'automatisation de tâches simples, mais dans vraiment la majorité des entreprises, ça ne va pas plus loin. On risque de se retrouver dans ce que Gartner appelle le creux de la désillusion. C'est le moment où tout le monde est déçu parce qu'une technologie ne va pas aussi vite qu'espéré. Et pourtant, c'est souvent là, dans ce creux de la désillusion, que les vrais projets se construisent. Si l'histoire se répète, les gagnants vont être les entreprises existantes, solides, qui sont arrivées bien avant l'intelligence artificielle, qui sont capables de pivoter intelligemment. Ça, c'est la première catégorie, si vous voulez. Ensuite, les boîtes qui vont être créées après la hype, avec de vrais business models, donc des entreprises qui sont probablement pas encore créées. Et si je reprends l'analogie avec la bulle Internet, on avait à l'époque les anciens qui ont bien géré, et bien sûr à Microsoft qui a été créé en 1975, Apple créé en 1976, mais même des plus vieux encore, hein, Walmart 1962 qui s'en sort très bien dans le commerce en ligne, Disney en 1923, etc. Donc on a les anciens qui vont être capables de pivoter, et puis on a les purs produits Internet, mais qui sont arrivés après cette vague de 1995-2000. On a Facebook qui a été créé en 2004, on a Airbnb créé en 2008, Uber en 2009. Et la plupart des pionniers qui ont été vraiment créés au moment de la hype d'Internet, en 94, 95, sont morts ou pas loin d'être morts. On a eu Netscape, Yahoo, etc., qui se sont créés entre guillemets au meilleur moment, mais finalement peut-être au pire moment. Alors on a quand même des pionniers qui ont survécu à l'époque, hein, comme Amazon, comme Google, comme Booking, mais il reste une minorité par rapport à toutes les boîtes qui ont été créées à ce moment-là. Et peut-être que certaines stars actuelles, comme OpenAI pour pas la nommer, ou Tesla dans les véhicules électriques, vont finalement se retrouver comme Yahoo ou bien Netscape, c'est-à-dire des pionniers qui ont fait partie de la première vague, mais qui ont été dépassés par celle d'après. Parce que pour que l'IA change vraiment le monde, il va falloir plus que des prompts rigolos ou bien des vidéos qui font danser Emmanuel Macron ou Éric Zemmour. Il faut des données fiables, des outils stables, des infrastructures puissantes. Il faut évidemment un cadre légal pour encadrer tout ça. Il faut de la formation. Bref, tout ça, ça demande du temps. Et dans 20 ans, ce qu'on dira sûrement, c'est oui, l'intelligence artificielle a changé nos vies,
mais finalement pas du tout de la manière dont on l'imaginait. De la même manière que quand on a envoyé des gens sur la Lune, on s'imaginait des colonies lunaires et finalement, ce qui a changé nos vies, ça va être les satellites et le fait qu'on puisse, par exemple, savoir au mètre près où on est en plein désert ou bien capter Internet à haut débit en plein désert. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué. C'est que pour un investisseur, il faut bien faire la distinction entre une technologie qui peut être géniale, impressionnante, voilà, qui peut vraiment nous bluffer, et puis la création d'entreprises avec un business model rentable. Parce que la loi d'Amara, c'est pas juste une punchline, ça peut réellement nous servir pour nos stratégies boursières. Moi, je vois en gros trois stratégies. La première, c'est de parier sur les acteurs qui étaient déjà là avant l'intelligence artificielle et qui vont, on peut l'imaginer, pivoter pour en profiter au maximum. Vous vous doutez, ça reste les GAFAM, c'est-à-dire que ça va être Alphabet, la maison mère de Google, ça va être Meta, ça va être Amazon, peut-être Apple, même s'ils ont pris du retard, voilà, Microsoft, etc., tous ces géants-là. Ou bien, on a la deuxième possibilité qui est de parier sur les pure players, ceux qui sont vraiment arrivés au moment de la hype. Alors bien sûr, je pense à OpenAI. On a très peu de ces pure players, voire quasiment aucun, qui sont cotés en bourse. Et j'ai presque envie de dire, heureusement pour les investisseurs particuliers, parce qu'on sait comment ça marche. Si OpenAI, donc la maison mère de ChatGPT, avait été cotée en bourse, elle aurait atteint des valorisations complètement folles avant probablement de revenir sur des terrains plus normaux. Et il y aurait beaucoup de personnes qui auraient perdu de l'argent là-dedans. Donc les pionniers qui ont été créés au moment de la hype, ou voire même qui ont créé, dans le cas de ChatGPT, cette hype, difficilement atteignable, mais pour moi, ce n'est pas forcément le meilleur pari. Et la troisième possibilité, c'est d'attendre qu'il y ait des vrais leaders qui arrivent avec des usages beaucoup plus définis, beaucoup plus réfléchis, avec des vrais business models. Je vous parlais des Uber, Airbnb, etc., qui sont arrivés, ou Facebook, peu importe, qui sont arrivés donc après la hype Internet. Ces acteurs-là ne sont pas là aujourd'hui. Ils sont en train de travailler en sous-marin. Il y a des créateurs, des futurs créateurs d'entreprises qui sont en train de réfléchir aux meilleurs usages et aux meilleurs business models autour de l'intelligence artificielle. Mais pour ça, il faut juste être patient. C'est pas parce que la technologie nous fait rêver que forcément on a des opportunités boursières en ce moment sur le sujet. Et vous, comment vous jouez ce thème de l'IA? Parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça. En tout cas, on ne peut pas s'empêcher d'être admiratif de la technologie. Je pense, enfin moi je le suis et je pense que la plupart d'entre vous aussi. On ne peut pas s'empêcher de s'y intéresser, mais qu'est-ce que ça donne en termes boursiers? Voilà, donc moi je vous ai dit, je suis plutôt soit jouer les acteurs qui étaient déjà là avant et qui ont suffisamment d'équipes pour en tirer le mieux, ou bien j'attends avec impatience des nouveaux acteurs avec des business case peut-être nouveaux, des plateformes, je ne sais pas, mais qui vont vraiment réussir à monétiser ça au mieux et à apporter une vraie valeur ajoutée à leurs clients. Mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse énormément. Donc, comment vous jouez l'IA? C'est déjà fait? Est-ce que c'est du Nvidia, comme beaucoup de gens, voilà, tout sur Nvidia? Est-ce que vous avez identifié d'autres acteurs qui pourraient gagner dans cette future ou actuelle bataille de l'IA? Ça m'intéresse énormément. Merci encore pour tous vos likes, partages, etc. Comme d'habitude, je le dis à chaque fois, mais c'est ce qui me motive à faire toutes ces vidéos. Et puis, bien sûr, à bientôt pour d'autres contenus de ce type-là. Merci à tous, ciao.